Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. J'espère que ça va après le déjeuner, que vous n'avez pas trop mangé. Nous, on a beaucoup mangé. Ça pèse un peu, mais on va essayer de rendre la chose un peu dynamique pour que personne s'endorme. Donc moi, je m'appelle Mallory Morin, je viens de La Rochelle et j'ai créé l'association Bluetopia. Et donc Bluetopia, c'est une association loi 1901 à but non lucratif qui encourage les citoyens et les citoyennes comme vous. On fait ça à travers des campagnes thématiques. Au sein des campagnes thématiques, on a des outils, notamment une série documentaire pour la première campagne, ce sera un film documentaire pour la deuxième, et bientôt une exposition photo, des épisodes de podcast. Et on utilise tous ces outils-là pour les diffuser auprès du grand public, auprès des étudiants, des étudiantes comme vous, ou alors dans les entreprises, auprès des collaborateurs et collaboratrices d'entreprises. L'idée, c'est de maximiser l'impact de tous les outils qu'on crée et de les partager le plus possible autour de nous. Donc la première campagne, ça s'appelait L'autre confort, et c'est sur les solutions à la pollution plastique dans l'océan. C'est de ça dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Je vais m'appuyer sur tout ce qu'on a pu apprendre en menant cette campagne-là. On a fait une série documentaire qui est en 4 épisodes thématiques qui suivent un peu notre cheminement quand on a voulu se renseigner avec Julien qui a créé l'association avec moi sur les déchets plastiques et comment faire pour les réduire. Donc le premier épisode, c'est collecter, parce que quand on voit plein de déchets plastiques partout dans la nature, dans l'océan, on n'a qu'une envie, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est de les collecter et de les ramasser pour pas qu'ils soient encore devant nous. D'ailleurs, ce que vous allez faire cet après-midi, si certains d'entre vous restent, il y a une collecte de déchets qui est prévue à 15h15. Et puis ensuite, une fois qu'on les a collectés, on en a plein sur les bras. Il faut bien faire quelque chose. Donc, comment on fait pour les revaloriser? Parce que si on les met dans une poubelle pour qu'ils soient incinérés ou pour qu'ils soient enfouis, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Il vaut mieux essayer d'en faire quelque chose. Donc, revaloriser, c'est l'épisode 2. Ensuite, réduire, parce qu'en fait, on se rend compte que revaloriser les déchets, ça prend beaucoup de temps, de l'énergie, ça coûte de l'argent, que finalement, ça émet aussi des gaz à effet de serre, que ça implique d'autres pollutions qui ne sont pas forcément mieux. Et puis en plus, recycler, c'est pas toujours évident. Il y a des matériaux qu'on ne sait pas recycler aujourd'hui ou alors qui coûtent beaucoup trop cher, qui ont besoin d'équipements faramineux et donc on ne peut pas recycler à l'infini et surtout pas le plastique. Donc ça, c'est le 3e épisode, réduire. Et le dernier, c'est éduquer. Parce qu'une fois qu'on a compris tout ça, qu'on a compris qu'il fallait collecter, revaloriser, mais surtout réduire, il faut partager au plus grand nombre les solutions qui existent pour pouvoir le faire, pour que ça ait un réel impact. Donc, le dernier, on l'a appelé éduquer. Si c'était à refaire, on l'appellerait plutôt transmettre. On trouve ça moins se mettre sur un piédestal comme si on avait la science infuse, qu'on allait éduquer le peuple. Donc plutôt transmettre les messages, échanger avec d'autres personnes. C'est ça qui nous semble important aujourd'hui. Et si on l'a appelé l'autre confort, c'est surtout pour cette phrase qu'on nous a dite pendant le tournage de la série documentaire. Donc c'est Katrina, elle est norvégienne, elle a monté au Cambodge, à Phnom Penh, à Siem Reap, le premier magasin zéro déchet du Cambodge. Donc là, on peut aller acheter son shampoing en vrac, ses courses en vrac ou des objets qui vont nous permettre de ne pas acheter toujours des objets à usage unique, des objets réutilisables. Et elle nous a dit, c'est vrai que le plastique, c'est pratique, mais est-ce que c'est vraiment pratique de ne plus avoir de planète? Et c'est cette idée de confort et de praticité qui est beaucoup revenue dans toutes les interviews qu'on a pu faire. Donc on est parti en Asie du Sud-Est, dans 7 pays, et on a fait plus de 60 interviews. Et à chaque fois, quand on demandait « mais pourquoi, à votre avis, on utilise autant le plastique dans les magasins? Pourquoi il y en a partout dans toutes les boutiques qu'il y a sur les marchés ?» En fait, ce qui revenait, c'est « it's convenient ». C'est pratique, c'est confortable, c'est léger. On n'a pas besoin de prévoir d'amener son sac réutilisable quand on va au marché ou ses contenants réutilisables. Tout est déjà là, sous notre main. On peut décider d'aller acheter quelque chose sans y avoir pensé avant. Et puis, hop, on prend dans du plastique et c'est facile, c'est pratique. Et nous, on avait envie de remettre en question un peu cette notion de praticité et de confort, parce qu'on pense que c'est peut-être un peu plus confortable de prendre soin de la planète sur laquelle on vit pour que demain, on puisse toujours y vivre convenablement, plutôt que d'aller acheter des plastiques en tout cas des produits emballés dans des plastiques à usage unique qu'on va jeter, qui vont être peut-être un peu plus pratiques sur le moment, mais qui demain vont avoir un impact désastreux sur la planète et sur l'océan.
Ensuite, on s'est rendu compte que le plastique, c'était certes un gros problème qui menaçait l'océan, qui menaçait le vivant, mais qu'il y en avait plein d'autres et qu'il y avait d'autres choses à traiter aussi. Le plastique, c'est visible, donc c'est assez facile. En plus, les gens, ils ont plutôt envie de limiter leur consommation de plastique. Par contre, il y a autre chose qu'on fait et qu'on fait plusieurs fois par jour, c'est manger, et qui a aussi un impact énorme sur l'océan. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une deuxième campagne, cette fois sur le rôle de l'alimentation et son impact sur l'océan, comment on peut faire pour le réduire via ce qu'on mange. Donc ça, ce sera pour l'année prochaine. On est en train là de chercher tous les financements. Bonjour. De chercher tous les financements pour cette prochaine campagne. Il y a un teaser qui va sortir d'ici quelques jours, le 27 octobre normalement. Et puis l'année prochaine, il y aura un film documentaire, une exposition photo, donc un podcast. Et puis on partagera partout autour de nous. On viendra peut-être au Havre partager tout ça. Ou alors peut-être que l'un ou l'une d'entre vous organisera une projection du documentaire. Parce que l'idée, c'est aussi que nos documentaires, nos outils soient disponibles pour tout le monde et que chacun puisse s'en emparer et les partager autour de soi. Donc ça, c'est pour Bluetopia. Je ne vais pas vous en parler beaucoup plus longtemps, même si on va revenir sur toute l'expérience qu'on a pu acquérir avec ce qu'on a fait, notamment cette série documentaire-là. Mais en tout cas, si vous êtes ici aujourd'hui pour 1h30 avec nous, c'est pour parler de ça, de la pollution plastique, des enjeux et des solutions. Déjà, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes venu? Qu'est-ce qui vous a intéressé avec ce sujet? Ouais. Moi, parce que je fais des études qui sont en rapport avec l'impact de l'activité humaine sur les écosystèmes. Ok. Et parce que j'ai aussi un projet professionnel à conduire durant cette année d'études. Donc du coup, ça pourrait me permettre d'avoir des ouvertures d'idées, d'esprit, pour justement trouver une idée de projet. Ok, ça marche. Et tes études, c'est quoi? J'ai un master gestion de l'environnement. Ouais. Donc, ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Il y avait un autre doigt levé, je crois, tout à l'heure. Ouais. Parce qu'il y a solution dedans et que ça va peut-être, personnellement, remonter le moral par rapport à l'état de la planète maintenant. Ok, tant mieux. Nous, en tout cas, c'est ce pourquoi on a créé Bluetopia. On a regardé plein de documentaires. C'est des documentaires qui nous ont fait changer, qui nous ont, du jour au lendemain, fait modifier nos choix alimentaires, nos choix de consommation. Moi, je suis devenue végane après avoir regardé un film documentaire. Donc, le soir et le lendemain, on a commencé à éliminer tout ce qui était, finir en tout cas de manger tout ce qui était plus végane dans notre cuisine. Et puis, on n'avait jamais racheté derrière. Pareil sur le plastique, c'est A Plastic Ocean, un film documentaire qui a fait que je me suis dit, ok, là j'ai envie de protéger l'océan. J'adore l'océan depuis que je suis toute petite, mais en fait, j'achète toujours des produits emballés dans du plastique à usage unique. Peut-être qu'il y a quelque chose que moi aussi je peux changer. Du coup, je me suis engagée dans une démarche zéro déchet, même si le zéro est un objectif inatteignable, ça reste un but. Et après avoir vu ces documentaires-là, on s'est dit, il y a plein de solutions qui existent, mais en fait, on n'en parle pas. Et on met tout le temps en avant les problèmes. Et nous, on a eu envie de montrer justement les solutions. Et un côté un peu plus positif pour que les gens aient envie de changer aussi et que ce ne soit pas toujours demain, tout va s'effondrer, tout est foutu, arrêtez de vivre, arrêtez de respirer parce que de toute façon, vous allez polluer. Donc, ce n'est pas du tout le message qu'on veut passer. Donc, parfait si tu es là pour ça. Qui d'autre? Oui. Bonjour. Je suis en projet ici au Havre et je viens juste d'arriver cette année ici en France. Et je fais un master et chez nous on ne se rend pas toujours compte de l'effet de la pollution du plastique. Donc je suis là aujourd'hui pour justement en savoir un peu plus et une fois retourné chez moi, essayer d'appliquer tout ce que je vais apprendre ici aujourd'hui. Ok, ça marche. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer puisqu'on avance? Oui. Ouais. Vous connaissez Bonnie Monteglione Non, pas du justement, tout. on parlait de plastique océan. C'est une biologiste qui intervient dans le documentaire Netflix là. Et du coup, je l'avais contactée, j'ai fait une visio avec elle pour parler justement du plastique dans l'océan, Ok. du cadmium par exemple.
Et du coup, ça me fait penser directement à ça. Et c'est pour ça aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi pour ça que je viens, c'est pour faire la continuité justement des documentaires qui sont disponibles. Ok. Et de la visio que je vais avec elle. Génial. Du coup, tu as vu le documentaire, j'imagine. Ouais. Et il y en a d'autres qui l'ont vu, Plastic Ocean? Non? Bah, je vous le conseille. Et alors, il est plus sur Netflix. Avant, il y était. Ouais, moi, quand je l'ai vu, il était sur Netflix. Maintenant, il est dispo sur leur site et je crois qu'il faut payer peut-être 2 ou 3 euros pour le voir. Mais il est vraiment intéressant et on suit l'histoire de Craig Leeson, donc c'est le réalisateur. Et ça finit sur une super belle phrase dont on parlera peut-être après. Donc là, petit sommaire de ce qu'on va faire, de ce qu'on va voir ensemble. On va commencer par un état des lieux. Je trouve toujours ça intéressant de poser les bases avec quelques chiffres et savoir de quoi on parle. Ensuite, on va parler des enjeux et notamment des impacts du plastique. Mais on ne va pas rester trop longtemps là-dessus parce qu'après, on va parler surtout des solutions qui existent pour réduire la pollution plastique. Donc c'est parti, état des lieux. Le plastique, c'est fantastique. Vous en pensez quoi de cette phrase ? Ouais, c'est vrai. Ok, quoi d'autre à part la chanson? Vous êtes d'accord? Non. Si on ne connaissait pas les impacts que ça derrière, il y en a plein, je pense, qui pensent ça encore, parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qu'il y a derrière. Je pense les générations d'avant, nos grands-parents, ils pensent toujours peut-être la même chose. Et du coup, plus on est jeune, plus on est une jeune génération, moins on est d'accord avec cette phrase. C'est vrai. Parce qu'on commence à voir un peu tous les revers de ce matériau. En fait, ce plastique, ça vient du grec plastikos, ça veut dire modeler, le modelage. Bon, je ne sais pas si c'est le verbe ou le mot, mais en tout cas, ça vient de là. On peut en faire un peu ce qu'on veut du plastique et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à partir d'un polymère et de quelques additifs, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut en faire quelque chose de très souple et très fin, on peut en faire quelque chose de super dur qui va être très épais et qui va peut-être permettre de faire du revêtement de sol, comme là, ou une table. Donc c'est assez intéressant quand même comme matériau. Le problème, c'est qu'on a fait un peu n'importe quoi avec et qu'on l'a mal utilisé. Et qu'au lieu de s'en servir comme quelque chose de très durable, qu'on va garder toute notre vie, voire sur plusieurs générations, on en a fait quelque chose qu'on utilise que pour quelques secondes ou quelques minutes et qu'on jette après. C'est ça le problème. Mais sinon, le plastique, c'est fantastique, si on le garde longtemps. Ça, c'est quelques chiffres sur l'usage du plastique. C'est tellement fantastique qu'on l'utilise de plus en plus. On en produit aujourd'hui 600 millions de tonnes par an. Donc, depuis les années 50, ça a fait qu'augmenter. Depuis les années 2000, ça a explosé même. Ça, c'est le nombre de tonnes qu'on produit chaque année. C'est assez énorme. Mais le problème, c'est que 40% des plastiques qu'on produit, ils vont être utilisés qu'une seule fois avant d'être jetés. C'est quasiment la moitié en fait, de tous les plastiques qu'on va utiliser très peu de temps, alors que ce matériau, il va rester des années après parce qu'il est très durable. Durable dans le sens où ça dure dans le temps. Et puis, il y a 1 million de bouteilles en plastique qui sont vendues chaque minute dans le monde. Ces chiffres, ils nous permettent de mieux nous en rendre compte aussi, parce que par an, on se dit, on ne sait pas trop ce que ça représente. Par minute, déjà tout de suite, on voit la différence et on arrive à mieux s'en rendre compte. Du coup, résultat, entre autres, il y en a plein d'autres, mais c'est ce fameux continent de plastique. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Ouais. Est-ce que quelqu'un veut raconter ce que c'est? Tout le monde sait ce que c'est déjà. Vous avez déjà vu des images à la télé, sûrement, ou dans les médias. C'est des déchets qui se sont accumulés, en fait, qui se sont regroupés et qui se baladent au gré des courants à travers les océans et qui forment ce qu'ils appellent un continent parce qu'il a pris des proportions en mètres cubes, en épaisseur, en tout ce qu'on veut. Ouais, exactement. En fait, dans l'océan, il y a 5 gyres. Donc, c'est ces grands courants qui font que les plastiques qu'on jette là au Havre ou dans le Pacifique ou dans l'océan Indien, et avec ces courants-là, ils vont tous se retrouver au même endroit. Donc, dans un de ces gyres, le plus gros, c'est le gyre du Pacifique Nord.
donc le fameux continent de plastique, le 7e continent. Du coup, tous ces plastiques, ils s'accumulent là-bas. En revanche, on a une image un peu biaisée, c'est qu'on a l'impression que c'est un continent, donc que c'est visible, que c'est plein de plastique à la surface, partout. Oui, il y a ces plastiques à la surface, mais ceux qui sont à la surface, c'est qu'une toute petite partie de ce qu'il y a vraiment. Et parce qu'en fait, les gros plastiques, avec le temps, avec l'eau salée, avec les rayons du soleil, vont se dégrader en plus petits plastiques jusqu'à devenir des micros ou des nanoplastiques, donc des particules qui ne seront même pas visibles à l'œil nu. Et ça, en fait, ce n'est pas à la surface, c'est quand même dans le continent de plastique, mais on oublie souvent, quand on parle de cette idée de continent, on a l'impression que c'est une terre quasiment remplie de plastique, mais c'est aussi tous ces petits bouts de plastique qu'on ne voit pas et qui vont se mettre dans la colonne d'eau plus profondément. Il y a un chiffre qui dit que seulement 1% des plastiques flottent à la surface quand ils sont dans l'océan. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, mais qui est ridicule par rapport à tout le reste. De manière plus globale, il y a un chiffre qui est sorti qui dit que seulement 9% des déchets plastiques sont recyclés. Donc ça veut dire que 91% ne le sont pas, si on fait le calcul. Donc quand ils ne sont pas recyclés, il y a plusieurs options. Soit ils sont brûlés, quand il n'y a pas de gestion des déchets, en Asie du Sud-Est, peut-être à Madagascar aussi, je ne connais pas la situation, mais quand le gouvernement ne va pas chercher des déchets au pied de notre porte comme chez nous, les gens ils sont obligés de les brûler. Il y a aussi l'incinération qui se fait beaucoup en France. Nous à La Rochelle, c'est ce qu'on a, la poubelle bleue, donc le tout venant. Ça part à l'incinérateur, ça fait de l'énergie. Et puis après, le reste, ça part dans des décharges à ciel ouvert. Ou alors ça part même pas dans des décharges et c'est juste laissé là comme ça. Mais sinon, c'est des décharges, donc soit à ciel ouvert, soit où ça va être bien géré, on va pouvoir enfouir une partie, où il y aura le moins de pertes possible. Ou alors on est dans des pays où c'est plus compliqué de les gérer, il n'y a pas d'argent et du coup c'est à ciel ouvert et là ça part partout où on veut et finalement souvent dans l'océan. Et dans ce qui va dans l'océan, pareil, un petit chiffre à la minute. Imaginez-vous un camion poubelle rempli de déchets plastiques. Vous allez sur la plage du Havre avec ce camion poubelle et toutes les minutes, vous le déversez dans l'océan. C'est ce qui se passe au niveau mondial. Moi, c'est ce chiffre-là, je pense, qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé à me renseigner sur la pollution plastique. Et puis le dernier qui a marqué, c'est 450 ans. Souvent, on a tendance à dire, oui, le plastique, ça met 450 ans à disparaître. Mais en fait, ça disparaît jamais vraiment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça se dégrade en petites particules qui seront plus visibles à l'œil nu. Donc certes, au bout de 450 ans, le plastique, on ne le verra sûrement plus. En fait, il sera toujours là et il devient encore plus mesquin, on va dire, parce que on le voit plus, mais il a toujours des impacts et ces impacts, ils sont peut-être même encore plus grands parce qu'il va pouvoir s'insérer dans des organismes plus facilement, remonter dans la chaîne alimentaire, etc. Donc, à place de 450 ans, il faudrait plutôt mettre l'infini, c'est que le plastique ne disparaît vraiment jamais. C'était pour les chiffres, on va passer aux enjeux et voir tous ces chiffres-là, quel impact ça a, autant sur la biodiversité et puis aussi sur les êtres humains. On ne va pas en parler trop longtemps. Sur la biodiversité, il y a plein d'impacts qui font que le plastique c'est dangereux et que quand ça finit dans la nature, c'est pas très joli à voir. Est-ce que vous connaissez un peu les impacts que ça peut avoir sur la biodiversité? Vous avez forcément déjà vu des images, ouais. Vas-y. Ça peut amener à l'extinction d'une espèce vivante. Ok. N'importe laquelle, que ce soit dans l'eau ou dans l'air. Est-ce que tu peux expliquer comment, du coup, quel rôle jouerait le plastique là-dedans? C'est lors de la digestion, je pense. Quand ils mangent, ils s'alimentent, mais du coup, en même temps, ils emmènent des particules de plastique. Et du coup, peut-être que après, ça joue sur cette extinction. Alors du coup, ouais. Non, c'est ça. Quand un animal va ingérer du plastique, il va avoir l'impression d'être rempli. Comme quand nous, on vient de manger là, ce midi, on a beaucoup mangé, j'ai plus faim. Donc je vais arrêter de manger pendant un certain temps, jusqu'à ce que j'ai faim. En fait, s'ils ingèrent du plastique, ils ont l'impression d'avoir très bien mangé et ils n'ont plus faim. Du coup, ils vont plus se nourrir. Et ce qui fait que derrière, s'ils ne se nourrissent pas, évidemment, ils vont manquer de plein de choses et ça va potentiellement mener à la mort de ces animaux-là.
Ça, c'est un des enjeux. Il y a aussi des impacts au niveau de comment les plastiques peuvent, par exemple, étrangler une tortue. On a vu cette paille dans le nez des tortues. Je pense que c'est une vidéo qu'on a quasiment tous et toutes vues maintenant, qui a pas mal tourné. Donc les plastiques, ils peuvent aussi, pareil, des gros filets de pêche, où les tortues ou des dauphins peuvent se retrouver coincés. Donc il y a cet enjeu-là aussi, même sans l'ingérer, ça peut avoir un impact assez conséquent sur la biodiversité. Sur les chiffres, il y a 700 espèces marines qui sont menacées de près ou de loin par le plastique. Donc espèces, hein, pas en nombre d'animaux. Et il y a chaque année 1,5 million d'animaux qui meurent à cause du plastique. Ça, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on retrouve. Il y en a sûrement plein d'autres, parce qu'à mon avis, on ne les a pas tous repérés. C'est un danger pour la biodiversité. Et c'est aussi un danger pour les humains. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image là. Elle est assez choquante. Alors, c'est pas une vraie photo. Hein. C'est un fœtus. Hein. Ouais, c'est un fœtus avec le placenta. Des particules microscopiques de plastique, même à l'intérieur des fœtus, même dans l'eau du robinet. On en retrouve partout en fait. Ouais, exactement. Maintenant, on en retrouve aussi bien dans la plus grosse fosse de l'océan, la fosse des Mariannes, à 11 000 mètres de profondeur, que sur le mont Everest, dans l'air qu'on respire, dans les poissons qu'on mange, si on en mange, et même dans les placentas des humains. Donc, bon, on ne connaît pas encore l'impact que ça peut avoir sur nous. Il y a très peu d'études qui ont été menées. En plus de ça, c'est compliqué à manipuler, les microplastiques, les nanoplastiques. On ne sait jamais trop si ça ne viendrait pas des petits outils qu'on utilise. Alors moi, je ne suis pas du tout scientifique, mais en tout cas, souvent c'est en plastique et du coup, parfois, on ne connaît pas l'impact. Est-ce que ça n'a pas été transféré dans des échantillons qu'on a pris? C'est très compliqué à étudier. En revanche, on peut se dire que si on a dans le placenta et qu'on en a dans l'estomac, ce sera sûrement pas très bon pour nous. Ça, c'est une phrase de François Sarano, qui a beaucoup navigué avec le fameux commandant Cousteau quand il était plus jeune. Et qui est interviewé dans le livre de Nelly Ponce qui s'appelle Océan plastique, que je vous conseille si vous voulez plus en savoir sur ce sujet-là. C'est un gros livre, il faut être frais parce qu'il y a beaucoup d'infos, mais il est vraiment intéressant. Et donc lui, il dit « Les déchets plastiques sont-ils l'ultime trace de ce qu'avec arrogance nous appelons le génie humain ?» On avait l'impression d'inventer un matériau incroyable, finalement, pas si incroyable que ce qu'on pensait. À qui la faute ? À votre avis, c'est dû à qui tout ça? Qui est-ce qui est responsable de tous ces problèmes liés aux déchets plastiques? Tout le monde. Tout le monde, ouais. C'est qui tout le monde? Le gouvernement, les citoyens, les entreprises. Ouais. Et où ça? Dans quel pays? Tous les pays. Tous les pays. Les Ok. plus développés peut-être. Ouais. Ouais, en fait, souvent, on se dit, c'est les pays d'Asie, là. Ça, c'est une photo que j'ai prise au Vietnam. Sur un marché, il y a du plastique partout. Et le Vietnam, il est dans le top 5 ou top 10 en fonction des chiffres des pays les plus pollueurs, ceux qui envoient le plus de plastique dans l'océan. C'est pour ça qu'on est parti en Asie, c'est qu'on voulait voir déjà ce qui se passait là-bas, dans ces pays-là qu'on dit les plus pollueurs. Mais on voulait aussi montrer que c'était peut-être pas forcément leur faute qu'à eux, que nous aussi on avait notre part de responsabilité. Nous aussi on utilise du plastique. Hein. Puis surtout les entreprises qui ont amené des produits emballés dans du plastique sans mettre en place des outils de gestion des déchets, c'est des entreprises qui viennent de chez nous, qui viennent de France, de Suisse, Nestlé, ou qui viennent des États-Unis. Ça sert à rien de rejeter la faute sur d'autres pays ou sur les gouvernements ou sur les industries, évidemment. Tout le monde a son rôle à jouer. Et du coup, aujourd'hui, moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment nous, à l'échelle individuelle, on peut réduire notre impact et du coup aider à résoudre la pollution plastique, en tout cas une partie. Évidemment, il va falloir que les gouvernements et que les industries s'y mettent avec nous. Mais ça ne sert à rien de toujours se rejeter la balle, sinon on ne va pas avancer dans le bon sens. Oui. Et comme a dit monsieur, je pense que les pays les plus développés sont quand même bien responsables. Parce que si on prend l'exemple des USA, j'ai vu il y a quelques mois, ils ont établi un pacte avec les Kenyans pour envoyer tous leurs déchets du coup au Kenya. Donc il y avait aussi en Asie où vous êtes allé, et aussi en Afrique
où eux, malgré eux, en fait, ils subissent la pollution. Il y a le Ghana aussi, j'ai vu quelques images récemment, avec Hugo Clément, là, qui est là-bas, je crois, actuellement il est là-bas. Ouais. Donc ouais, il y a le Ghana, il y a le Kenya, du coup, donc à la limite, la Chine, ils ont quand même les moyens de contrecarrer à la limite les problèmes, mais tout ce qui est Ghana, Kenya, sont plus connus pour leurs réserves africaines que pour leur PIB ou leurs moyens financiers. Complètement. Et c'est intéressant que tu relèves ce point parce que du coup, bah, on en utilise tout le temps parce qu'on se dit, c'est pas grave, moi je le mets à la poubelle, ce sera recyclé quelque part, un jour peut-être. Dans ces pays-là, déjà, ils n'ont pas de système de gestion des déchets parce que le gouvernement ne le prend pas en charge. En Asie, dans tous les pays où on est allé, c'est des entreprises privées qui s'occupent de la collecte et derrière de la revalorisation. Donc il n'y a que les gens qui ont les moyens qui se payent le luxe d'avoir leurs déchets collectés. Sinon, les autres, ils les brûlent ou ils les mettent derrière leur maison en attendant qu'un jour, peut-être, ils resservent à quelque chose. Et en France, du coup, ou dans d'autres pays développés, hein, quand on collecte les déchets, après, on les trie. Donc déjà, le fait de les trier en tant que citoyen et citoyenne, ça ne veut pas dire qu'on les recycle. Quand c'est dans la poubelle jaune, ça va juste dans les centres de tri, c'est trié et ensuite c'est vendu à des recycleurs. Et les recycleurs, ils en envoient une bonne partie en Asie. Avant, ils en envoyaient en Asie. Maintenant, petit à petit, les pays ils ferment leurs portes. Donc avant, c'était la Chine. La Chine a dit non. Donc ils ont envoyé en Indonésie, en Malaisie, au Vietnam. Et puis après, ils ont tous dit non. Et ils se sont dit, bon, l'Asie, c'est bon, ils veulent plus de nous. C'est pas grave, on va aller en Afrique. Donc maintenant, c'est l'Afrique. Après, quand tout le monde aura dit non, on devra peut-être un jour prendre en charge nos déchets et ce ne sera pas plus mal. Mais c'est sûr qu'en plus, c'est nous, dans les pays les plus développés, qui consommons le plus et donc qui faisons le plus de déchets. Donc c'est à nous que revient encore plus la faute que dans ces pays-là où ils n'ont pas les moyens de consommer de toute façon, donc ils vont produire moins de déchets que nous. On en a fini avec l'état des lieux et les enjeux. On va passer aux solutions. C'est ce que vous attendez tous et toutes, je pense. Ça, c'est une autre citation du livre de Nelly Ponce. Celle-ci, elle vient d'elle. Nous pouvons faire mieux, nous en avons les compétences. La question est, le ferons-nous? En fait, on a toutes les solutions depuis longtemps sous nos yeux, mais il ne suffit plus que les appliquer, les mettre en place et les partager au plus grand nombre. C'est ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle. Il faut qu'on soit nombreux à les partager et essayer de les appliquer à tous les niveaux pour que ça puisse marcher. On va reprendre un peu les 4 grandes thématiques que nous, on a développées dans notre série documentaire L'autre confort ensemble. Donc on va parler de comment on fait pour collecter les déchets, pour les revaloriser, pour les réduire et puis ensuite pour transmettre les bonnes informations. Est-ce que ça vous va? Est-ce que je ne vous ai pas perdu? Tout va bien. Et il est 14h08. Collecter. Bon, je vais vous faire un peu plus participer. Est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissez des solutions pour collecter les déchets? À n'importe quelle échelle, n'importe quel pays. Est-ce que vous avez entendu de grosses innovations pour collecter des déchets dans l'océan, par exemple, ou alors pour collecter au pied de notre porte? Ouais. Je voyais, alors je ne sais plus si c'était dans les pays du Nord ou je ne sais où, mais en fait, ils mettaient des espèces de collecteurs à la sortie des égouts, de certaines évacuations qui pouvaient être dans la nature ou je ne sais quoi, pour récupérer un peu déjà tout ce qui avait tendance à passer au travers, je dirais, des mailles du filet, et éviter que ça parte dans les océans, ou dans les rivières, ou dans les fleuves, etc. Ouais. Il y avait ce type d'installation qui avait été faite. Et puis les espèces de grands filets aussi marins qu'ils ont mis, enfin les espèces de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui permet, avec comme un système en entonnoir en fait, et l'eau passe avec les déchets et ça va, et ça reste prisonnier à l'intérieur. Ouais, c'est déjà pas mal de solutions. Sur les filets au niveau des égouts, les gens, souvent, ils ne se rendent pas compte que les égouts, en fait, c'est nos canalisations, puis qu'au fond, c'est l'océan, ou en tout cas un cours d'eau pas loin, en fonction de la ville dans laquelle on habite. Je ne sais pas si vous avez ça au Havre, nous, à La Rochelle, il y a des petites plaques maintenant, il y a marqué « La mer commence ici ». C'est déjà un bon rappel, je trouve. Et les filets, du coup, c'est une bonne solution pour les arrêter avant que ça termine dans l'océan, dans les cours d'eau.
Après, une fois que c'est là-bas, que c'est déjà dans l'océan, donc il y a effectivement ces espèces de gros filets là, donc c'est The Ocean Cleanup, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire. Du bateau, là, ouais. qui est en cours de financement, là, le Sea Cleaner, Ouais. ça s'appelle. C'est une sorte de remonte, ils appellent ça la raie, je crois. Ouais, le Manta, il s'appelle le Manta, bateau. ça. Et du coup, j'avais parlé de ça, moi. Ok. Donc ouais, c'est deux solutions différentes. Donc la première, donc ça prend en compte les gyres. Et l'idée, c'est dans chaque gros gyre, de mettre cette espèce d'énorme système avec des bouées, des filets, qui récupèrent les déchets au milieu des gyres, donc là où il y en a le plus. Ça s'appelle The Ocean Cleanup. C'est une solution qui a été créée imaginée en tout cas par un Néerlandais qui avait 16 ans à l'époque. Il a levé des millions pour ça. C'était hyper prometteur, sauf que là, ils ont fait les premiers tests grandeur nature et puis ça marche pas. Non, c'est cassé, il y a trop de courant, il y a trop de vent. Pour l'instant, ça tient pas. Et puis en même temps, on se dit, est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard d'aller mettre, une fois qu'ils sont dans l'océan, en fait, les déchets plastiques, ils sont de plus en plus dégradés. De toute façon, même si on les récupère, on ne va pas savoir quoi en faire. Et en plus, ces solutions-là, c'est à la surface. Et comme je vous le disais, il y a 99% des déchets plastiques qui sont déjà plus loin, plus profonds. Donc en fait, ça ne va pas nous aider à résoudre toute la solution. Évidemment, ça va aider à avancer dans le bon sens si ça marche un jour. Mais tout cet argent qu'on a mis pour cette solution hyper technologique, peut-être qu'on aurait mieux fait de la mettre pour réduire en amont les déchets et qu'on aurait plus d'impact. Oui. Et justement, c'est des filets. Moi, j'imagine qu'il y a des mailles spéciales. Donc, il y a aussi le microplastique. Donc, tout ce qui est microplastique, qu'il y a dans l'air et qu'on a dit ou dans l'eau, là, ça ne va pas être capté par le filet. Non. Donc, les microplastiques qui ne sont pas récupérés. Et en plus de ça, eux, ils disent que ça n'a aucun impact sur la faune marine. Si c'est des filets et que ça arrête les déchets plastiques, on peut quand même imaginer que ça arrête un peu les poissons et que ça les emprisonne. Donc voilà, c'est pas forcément la solution la plus idéale qu'on ait imaginée. Après, il y a The Sea Cleaners, comme d'autres bateaux, qui va récupérer des déchets en mer pour en faire du carburant pour le bateau et pour sensibiliser autour de soi à la pollution plastique, à comment on fait pour recycler, revaloriser et réduire potentiellement. C'est une bonne idée, ça va permettre d'en parler un peu plus, mais c'est pareil, en fait, ça restera assez minime et puis on se concentre sur le dernier maillon de la chaîne et puis on n'est pas au cœur du problème en amont. Et pareil, ça coûte beaucoup d'argent parce que c'est un gros bateau, c'est très technologique, il faut le créer. Ça fait des années qu'ils bossent dessus. Je crois qu'il aurait dû partir cette année ou l'année prochaine. C'est chaque année reculé, retardé d'encore un an parce que ça prend du temps et ça demande de l'argent et des tests aussi pour que ça marche. Donc il y a des solutions qui existent, mais elles ne sont pas forcément toutes très très au point. Est-ce que vous en avez d'autres avant que je vous montre ma slide suivante? Oui. Il y a peut-être 4Oceans aussi. Ouais. Ils nettoient, je connais pas les zones particulières, mais ils vont à différents spots, ils nettoient les plages ou ils nettoient même les océans, ils ramènent ça sur un gros bateau, c'est envoyé dans les centres de tri. Après, ils font des objets, ils font des petits trucs, bon ça c'est peut-être de la communication, mais au moins il y a du mouvement et ça crée de l'emploi, donc c'est pas mal. Ouais. Vous connaissez 4Oceans, les autres? Ouais. C'est normal, ils ont mis beaucoup d'argent dans la com, c'est vrai. Et à un moment donné, on les voyait partout sur les réseaux sociaux. Pour peu qu'on cherche un peu pollution plastique, c'est sûr que là, il y aura tous les posts sponsorisés. C'était 4Oceans. C'était quand nous, on a lancé l'asso il y a 3 ans. C'était partout. D'ailleurs, on leur a demandé d'être partenaires du tournage de notre série documentaire. Ils ont dit OK, on vous envoie des t-shirts et des bracelets. OK. Ils nous ont pas demandé la taille des t-shirts, ils n'ont jamais servi. On les a donnés à d'autres personnes. Et on leur a dit, nous, on aimerait bien participer à des opérations de collecte dans les pays où vous agissez. Est-ce qu'on peut venir? Et on n'a jamais eu de réponse. Donc je ne sais pas à quel point 4Oceans, c'est de la com, de l'impact, vraiment, qui ramasse beaucoup de déchets. Mais c'est quand même bizarre de dire oui pour envoyer des t-shirts et des petits bracelets soi-disant recyclés. Et puis derrière, quand on va aller sur le terrain, il n'y a plus personne. Oh donc, non, mais après, ça peut être une bonne solution. Peut-être que voilà, ils avaient trop de mails. Bon, on les a relancés plusieurs fois, on n'a jamais eu de réponse. Mais voilà, il faut aussi faire attention à des solutions qui paraissent trop belles et dont on entend parler partout.
parce qu'il y a des gros budgets de com et que peut-être ce budget-là, il aurait pu être mis dans les actions de terrain plutôt que dans la com qu'il y a autour. Moi, je sais que je les suis sur Instagram et le ramassage, ils sont assez impressionnants. Je crois qu'ils vont à Haïti en fait. Ouais. Et à chaque fois, ils ramassent des milliers de bouteilles de plastique. En fait, il y a quand même une différence entre rien faire et ramasser. Parce qu'en soi, ils le font. On voit le Donc avant-après, c'est déjà pas mal en fait. On se dit, même s'ils le font une fois par semaine, au final, c'est quand même fait. Et c'est vrai que c'est assez bluffant de voir la différence avant-après parce qu'il n'y a plus rien. Quoi. Et ils font ça très bien. Bah, tant mieux, après s'ils collectent beaucoup. Il y a aussi parfait, Clean ouais. Calanque, là, Ouais, dans le sud. à Marseille, ouais. Où après, il y a le World Cleanup Day là, dans les plages. Ouais. Donc c'est bien, il y a quelques mouvements qui se créent, quoi, c'est bien. Ouais, au niveau des ramassages citoyens, pardon, comme ce que vous allez faire cet après-midi, il y a plein de choses qui se font. Vous n'êtes pas très loin de Dunkerque aussi, il y a Dunkerque Cleanup, c'est le Clean My Calanque, mais de Dunkerque. Donc ils organisent des gros ramassages et c'est assez impressionnant ce qu'ils arrivent à ramasser à Marseille ou à Dunkerque. Nous, à La Rochelle, on n'a pas autant de gros déchets qu'ici, enfin que là-bas en tout cas. Puis après, il y a aussi Surfrider qui fait pas mal de collecte de déchets. Il y a les initiatives Océane. Il y a plein d'initiatives et tout est rassemblé pour le World Cleanup Day. Tout le monde ramasse en même temps le 14 septembre, il me semble. Je ne sais plus quelle date en septembre. Ça, c'est au niveau citoyen et c'est... L'idée de la collecte, c'est aussi de pouvoir sensibiliser. C'est pas juste ramasser pour ramasser et se dire on a ramassé énormément de déchets, ok c'est cool. Mais c'est aussi se rendre compte de ce qu'on a ramassé et du coup pouvoir derrière réduire ce qu'on peut réduire pour éviter que ça se retrouve encore une fois sur les plages. Donc on a parlé de quasiment, d'une grande partie de ce que j'avais mis là. Il y a Plastic Odyssey, ils sont venus au Havre il y a quelques semaines. Ah ok. Ils sont venus au quartier Saint-François, donc ils sont restés une semaine pour faire de la communication sur leur projet. Donc The Ocean Cleanup, on en a parlé. Plastic Odyssey, c'est un peu le The Sea Cleaners. Ils sont plus avancés. Normalement, ils devraient partir cette année. Eux, en plus d'aller ramasser des déchets pour en faire leur carburant, ils vont dans plein d'endroits différents partager des initiatives low-tech, donc qui ne vont pas coûter cher, qui sont accessibles à tout le monde, en open source, pour pouvoir revaloriser les déchets plastiques. L'idée, c'est aussi de créer des emplois autour de la revalorisation dans des pays où il n'y en a pas forcément beaucoup et où le déchet peut devenir une source de revenus pour certains ou certaines. Je vous invite à aller suivre ce qu'ils font. C'est assez impressionnant le travail qu'ils ont pu faire déjà sur le bateau et puis ce qu'ils vont faire. Et ils vont tout documenter avec des vidéos. Donc ça va être sympa à suivre normalement. Surfrider, je pense que vous connaissez, non ? Il y a un volontaire là dans la salle. Ah, qui est volontaire Surfrider? Ah oui, je vois le masque en plus. Ben voilà, vous pouvez en parler alors. On est, peut-être que certains l'ont déjà fréquenté, on fait des ramassages sur la plage, mais pas que la plage, sur les mangeons, l'intérieur des terres. Et en fait, on a Surfrider, c'est la partie Europe, elle est indépendante de la partie américaine qui est l'assaut d'origine. La base est à Biarritz et on a 49 antennes dans toute l'Europe, dont une en Seine-Maritime. On est 7 bénévoles pour la Seine-Maritime. Un dans le Pays de Caux, 2 à Rouen, 1 à Fécamp, et je fais compte, on doit être que 2 ou 3 au Havre. On n'est pas très nombreux, mais on fait beaucoup d'opérations et on a notre gros chantier, c'était la décharge de Dolmar en fait, quelques années. Ok. Il y a des opérations à venir là, au Havre ou autour? Oui, là, tout à l'heure. Ah oui, tout à l'heure, du coup, c'est une initiative Océane. Ah, oui, ok, voilà. ça marche. Là, on a actuellement, là, je devrais être à Fécamp pour une intervention avec des lycéens, mais bon, il y avait besoin, donc j'ai laissé mon collègue tout seul. Donc là, on a fait 450 élèves de lycée, on fait des ramassages autour de leur lycée. Okay. Et pour l'instant, on est à 12 000 mégots, je crois, en 1h30, en 2 fois 40 minutes. Entre autres, des mégots. Plus des capots de voiture, des barbecues, des tapis, il y a tout. Voilà. Donc notre idée, nous, c'est de ramasser, sensibiliser, ce que vous faites aussi, c'est pas que je vois. Et puis après, d'avoir un impact au niveau européen, au niveau du Parlement. On fait du lobbying. Donc on a fait partie des multiples assauts qui ont combattu contre les plastiques jetables. Et il faut continuer à se battre parce que chaque pays réinterprète les lois un peu à sa manière.
Voilà. Donc il faut sans cesse faire du lobbying dans toutes les capitales. Et c'est en ça que les ramassages sont aussi hyper pertinents, parce que c'est, comme je vous le disais, c'est pas juste ramasser pour ramasser. En fait, si on fait ça, ça sert à pas grand-chose. C'est déjà sensibiliser les gens qui vont participer au ramassage. En général, ah oui, tiens, un mégot de cigarette, je l'ai retrouvé là, peut-être la prochaine fois, si je fume, je le mettrai dans une poubelle directement. Ou la paille qu'on a utilisée pour le cocktail du jeudi soir, qu'on retrouve sur la plage le lendemain. Donc c'est se rendre compte de l'impact de ce qu'on utilise et puis tout chiffrer et de pouvoir avoir toutes ces données-là qui vont pouvoir être remontées au niveau des gouvernements pour aller faire du lobbying, ce que fait très bien Surfrider. Et c'est pour ça que les initiatives Océane, à la fin, on trie et on note tout ce qu'on a ramassé et on les catégorise pour dire au gouvernement, voilà ce qu'on retrouve le plus sur nos plages, il faut les interdire, c'est plus possible de retrouver des bouteilles en plastique sur la plage. Demain, il faut que ce soit interdit et qu'on ne vende plus de bouteilles en plastique pour de l'eau qu'en plus on peut boire au robinet parce qu'on est en France et que l'eau est potable. Donc les collectes, elles sont hyper intéressantes pour ça et pour ces actions de lobbying aussi. Les collectes, quand on fait le tri, c'est toujours intéressant. Selon les saisons et les lieux, on n'a pas du tout le même style de déchets. Sur la plage du Havre, entre l'été et puis en plein hiver, on n'a pas du tout le même style de déchets. Et puis, voilà, c'est intéressant et c'est vrai que ça fait remonter, comme vous dites, au niveau européen, on en montre, voilà, on a chopé cette année, je sais pas, 1 milliard de mégots. 1 milliard, bon, c'est pas compliqué, hein, on fait un ramassage, 1 heure dans le centre-ville du Havre, et on est tout de suite à 20-25 000 mégots. Donc, après, c'est vrai que les gens se rendent compte. Un mégot, c'est 500 litres d'eau, c'est 2 grosses baignoires à chaque fois. Quand on fait le calcul, on ne parle même pas des nanoplastiques, des microplastiques. Là, on perd tous les bénévoles, tout le monde sait s'étudier, donc on arrête. Non, c'est vraiment, voilà, et on a, d'ailleurs, tu parlais, il y avait un problème générationnel. Je pense que les jeunes sont votre génération est le plus petit, sont très impliqués. Et je pense que la génération, la mienne, la nôtre, je pense que de plus en plus, on est vraiment impacté. On pense à nos enfants. Enfin, moi, je suis venu à la Surfrider parce que j'habite au bord de la mer. J'ai aussi des enfants qui sont impliqués. Et j'ai pas envie de leur laisser un monde de merde. Mais je le fais de manière plutôt soft, modérée. À la Surfrider, il y a d'autres assos qui sont plus rentre dedans, mais voilà, après c'est chacun son combat et tous les combats sont les bons à venir. Voilà. Et le slogan c'est le meilleur déchet c'est celui qu'on ne crée pas. Voilà. Si on n'arrive pas à créer de déchets, on n'aura plus dans les océans. On n'aura plus. Pas encore demain matin, mais c'est pas mal. Ouais, c'est exactement ça. Et Surfrider a créé une application qui s'appelle Ocean Zero pour vous aider à réduire vos déchets au quotidien. C'est assez bien fait. Et il y a une autre application dont j'ai oublié le nom, où on peut répertorier les déchets qu'on trouve. Peut-être que vous allez pouvoir m'aider sur ce coup-là. Ouais. Et dans les cours d'eau et pouvoir aller les récupérer. On peut taguer un endroit en disant voilà, à tel endroit, il y a dans la baie, dans l'estuaire de la Seine, la Seine entre Paris et Le Havre. Le festival du plastique, donc on peut y aller, voilà, faut en profiter, il y a vraiment beaucoup de choses à ramasser. Le port le fait, hein, mais c'est du greenwashing. Total le fait, c'est du greenwashing. Il ramasse. Donc on profite un petit peu, c'est pas grave, on le sait, on n'est pas à la vie. Et l'idée de cette application, du coup, on dit j'ai ramassé tel déchet à tel endroit ou telle zone est polluée, c'est de pouvoir cartographier toute la France. Et du coup, d'avoir des meilleures données aussi pour après, derrière, faire du lobbying. Avec Dolmar, on a des marqueurs bien spécifiques de Dolmar, c'est des bouchons de plastique. Vous allez voir sur la plage, rouge, orange, vert, blanc, je ne me trompe pas. C'est une marque de bière qui a été fabriquée qu'au Havre. Et tous les avait été bu au Havre. Mais en fait, de Dolmar, on retrouve les déchets, les marqueurs, depuis la Galice jusqu'au fin fond de la mer du Nord. Ce qui permet de, voilà. Et là, on n'est que dans la partie sur les côtes. Puis des gens qui répertorient. Donc après, on peut aller dans l'océan Atlantique, l'océan Arctique et tout.
abyssal. C'est sûr. Sur la collecte, bon, il y a The Sea Cleaners, on en a parlé. Trash Heroes, c'est les initiatives Océane, mais plutôt en Asie du Sud-Est. Ça a été créé par un Suisse, mais en Thaïlande. Donc ça s'est pas mal développé en Thaïlande. Il y a des communautés partout. Il y en a jusqu'en Birmanie. Si vous regardez notre série documentaire, vous verrez Karl qui a lancé la communauté en Birmanie. Donc l'idée, c'est pareil, de mobiliser des communautés locales pour aller ramasser les déchets, sensibiliser. Eux, leur slogan, c'est We clean, we educate, we change. Donc, on nettoie, ensuite on transmet le message et ensuite on change. Et le dernier, c'est The Great Bubble Barrier. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un, non? Alors, c'est aussi néerlandais, comme The Ocean Cleanup. Là, l'idée, c'est d'arrêter les déchets avant qu'ils finissent dans l'océan, donc dans les cours d'eau, avec des barrières de bulles. Donc c'est un système qu'on met au fond de l'eau qui fait remonter des bulles et en fait ça permet d'arrêter les déchets à certains endroits, de les amener à un endroit bien précis où ils vont pouvoir être récupérés pour derrière être valorisés. C'est un peu plus intéressant que The Ocean Cleanup, la technologie coûte moins cher en plus et ça permet de les arrêter avant qu'ils soient déjà dans l'océan complètement dégradés en micro et nanoparticules. Donc c'est pas mal. Nous, on les a rencontrés en 2018 à Amsterdam et à l'époque, elles ne trouvaient personne pour acheter la technologie, en tout cas pour la mettre en place parce qu'elle était prête, tout était OK. Mais en fait, les gouvernements locaux, ils disent non, les cours d'eau, c'est pas notre responsabilité. Les citoyens, bon, évidemment, c'est pas eux qui vont payer, ça coûte trop cher. Les entreprises, pareil. Et du coup, il y avait ce petit problème de qui va payer pour la mettre en place. Donc il y a aussi souvent des jeux de pouvoir et des questions financières qui rentrent en jeu. Sur la collecte, je voulais vous parler de différentes choses, mais du coup on a tout évoqué. La collecte c'est bien, mais en fait c'est qu'une partie des plastiques. Si on parle de la collecte dans l'océan directement, parce que ce qui flotte, encore une fois, c'est qu'une infime partie. Il y a cette question des micro et nanoplastiques qu'on ne sait pas ramasser, ou en tout cas maintenant il y a des filets qui permettent de ramasser les microplastiques. Ça reste minime, on ne peut pas tout ramasser, il y en a beaucoup trop. Sur la photo, je ne sais pas si on voit bien, c'est des toutes petites billes de plastique. Vous en voyez peut-être sur la plage au Havre. Non, pas trop? Ah oui. Au Bangladesh? Au Sri Lanka, je crois. Ouais. Il y a un bateau qui transportait ça. Donc ça, c'est la matière première pour tous les plastiques. Donc avant de faire un sac plastique, une chaise en plastique, il y a ça, des petites billes, qui ensuite sont transformées dans les matériaux qu'on connaît. Et du coup, quand on les transporte, souvent il y a des fuites. Et donc il me semble que c'est au Sri Lanka qu'il y a eu un énorme cargo qui transportait plein de billes de plastique qui se sont échappées et du coup qui sont retrouvées dans l'océan. Et puis avec le vent, les courants, évidemment, ça se déplace très rapidement. Moi, je travaillais dans un centre de plongée en Sardaigne, sur la plage. Je pouvais m'asseoir comme ça pendant des heures et en ramasser, et ne pas bouger, et j'en avais tout le temps dans les mains. Donc c'est assez problématique. Et puis sans ça, on ne peut pas faire de plastique. Donc c'est toujours un cercle vicieux. Dernière chose sur la collecte, c'est est-ce que... Finalement, c'est pas vain de s'attaquer aux symptômes plutôt que d'aller à la cause du problème, on aurait bien plus d'impact. Je pense que vous avez tous la réponse. Parfois, ça peut aider, mais c'est un peu comme un médicament. En France, on a une médecine qui traite les symptômes et qui ne va jamais chercher la cause. En Chine ou en Inde, ils ont des médecines où ils vont beaucoup plus aller rechercher la cause des problèmes. C'est plus holistique et finalement, ça a un meilleur impact au bout du compte. À revaloriser. Est-ce que vous avez des idées de comment on fait pour revaloriser les plastiques? Des innovations qui permettent de les revaloriser? Qu'est-ce qu'on en fait de tous les plastiques qu'on trie là dans la poubelle jaune? On parlait de 4 océans et je crois que les déchets qu'ils récupèrent, ils les valorisent justement des objets et en les revendant justement, donc ça permet de faire de la com et ça finance les prochaines collectes. Je sais qu'il a acheté une gourde de 4 océans. Et du coup, tout ce qui est en plastique, c'est du plastique qu'ils ont récupéré, et le métal, pareil. Ok. Donc voilà, on crée des objets, Ils font des petits bracelets. À l'époque, c'était des petits bracelets. Donc ouais, on peut en faire des objets comme ça. Quoi d'autre?
Du mobilier, ouais. Pas mal parce que le mobilier, ça va être durable et donc on va les garder assez longtemps. Sur des plastiques, c'est assez intéressant. En isolement aussi. Ouais, en isolement. Puis justement, avec Plastique Odyssée, quand je suis allé les voir, ils m'ont parlé d'une entreprise qui récupérait les déchets plastiques, pots d'yaourt, etc. et qui les valorisait en créant des petites plaques d'isolation. Ok. Je ne me rappelle plus du nom de l'entreprise. Pour l'isolation, je sais pas. Une entreprise aussi qui récupérait des pots de yaourt et qui en faisait du mobilier, des tables. Ouais, le mobilier, c'est pas mal répandu. Je pense que je vous ai mis une photo là en bas à gauche. Le Pavé, c'est une entreprise française qui est basée à Aubervilliers, donc en région parisienne, qui récupère tous les déchets plastiques de la poubelle jaune, donc qui sont déjà triés, qui sont des déchets terrestres, donc on ne va pas chercher dans l'océan, parce que dans l'océan, ils sont c'est pas au début, c'est ce qu'ils allaient faire, mais en fait, c'est pas les mêmes plastiques qu'ils ont. Ils sont souvent trop dégradés, donc ce serait trop instable. Donc eux, ils vont vraiment chercher les plastiques terrestres. Et ils en font des grandes plaques d'éco-construction. Donc les plus grandes, c'est 140 par 90. Elles ont des épaisseurs différentes, des fonctions, on va dire, différentes. Parfois, elles sont plus flexibles, parfois elles sont très rigides. Et du coup, on va pouvoir en faire plein de choses. Ça se traite comme du bois, ça se travaille comme du bois. Donc là, on voit un revêtement de table. En bas à gauche, on peut en faire du revêtement de sol, du revêtement de bar. On peut en faire des gradins pour les JO, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On peut en faire des cadres photos. Nous, on a fait des cadres photos avec eux pour mettre nos plus belles photos d'océan et avoir un petit revenu pour l'asso. On peut vraiment en faire ce qu'on veut. C'est un matériau qui est 100% recyclable après, ce qui est intéressant parce qu'on n'a qu'un seul type de plastique à l'intérieur. On ne mélange pas les types de plastique parce que vous le savez sans doute, les plastiques, il y en a plein de différents et il y a plein de types différents. Le problème, c'est qu'on ne sait pas tous forcément bien les recycler. Et en plus, si on les mélange avec d'autres matériaux ou qu'on les mélange entre eux, encore moins. Donc ça, c'est intéressant, le pavé. Il y a Précieuse Plastique en bas au milieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est encore néerlandais, ils sont forts ces néerlandais avec le plastique. C'est un système, alors ils ont inventé, il me semble, 3 machines qui permettent d'abord de découper le plastique en tout petits morceaux. Ensuite, la deuxième, ça permet de les faire fondre et d'en faire des plaques qui ressemblent un peu à celles du pavé, ou des briques, là, comme en dessous. Et la dernière, je ne sais plus à quoi elle sert, il me semble qu'il y en a une nouvelle maintenant. C'est des machines qui sont en open source et du coup, normalement, n'importe qui, vous, moi, on pourrait construire les machines pour derrière revaloriser du plastique. Donc toujours à très petite échelle, c'est pas à l'échelle industrielle comme pourrait le faire le pavé. Mais c'est aussi intéressant parce qu'au final, l'idée, c'est de revaloriser les plastiques là où ils sont créés, où le déchet est produit, plutôt que d'aller les chercher à l'autre bout du monde pour les revaloriser. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a Filet Fab en bas à droite qui récupère des filets de pêche qui sont trop usagés pour pouvoir être utilisés. C'est aussi une des grosses sources de déchets plastiques qu'on retrouve dans l'océan. Dans le GIR du Pacifique Nord, là, dans le continent de plastique, c'est 40% des déchets plastiques qu'on retrouve. On parle souvent de notre petite paille dans notre cocktail ou de la bouteille plastique, mais en fait, il y a aussi tout l'impact de la pêche, et notamment les filets et les engins de pêche qu'on utilise, qu'il faut revaloriser en priorité aussi, pour éviter que ça termine dans l'océan. Eux, ils en font après un matériau, donc c'est une petite bille, comme ce qu'on a vu avant, qui va être utilisée surtout pour faire des fils, donc pour retisser après des vêtements ou autres. Il y a Plastif en haut à droite qui récupère des déchets plastiques en entreprise dans une imprimante 3D pour réimprimer d'autres objets avec, des objets plus durables. Murphy qui répare de l'électroménager. Alors là, on n'est plus sur de la revalorisation comme on pourrait l'entendre du recyclage. C'est plutôt réemployer et du coup réparer avant qu'on ait un déchet. L'électroménager, c'est aussi une grosse source de déchets. Et en haut à gauche, il y a les maillots de bain Opal qui sont faits à partir de déchets revalorisés. Donc c'est une fibre qui s'appelle Econil. Pour les maillots de bain pour les hommes, c'est Sequal qui fait ça, qui récupère des déchets pour en faire des fibres, encore une fois. Et du coup, toutes les fibres synthétiques qu'on peut avoir sur des vêtements qu'on ne peut pas éliminer et qu'on ne peut pas faire avec du coton ou des matières naturelles comme les maillots de bain, les kawaii ou autres, et ben on peut les faire potentiellement avec cette fibre-là. Il y a de plus en plus de marques qui se lancent pour faire des maillots recyclés.
Seule chose à savoir, c'est que ce n'est pas 100% de déchets recyclés qui viennent de l'océan, contrairement à ce que beaucoup de marques disent. Souvent, il y a une petite part qui vient de l'océan et puis l'autre part, c'est terrestre parce que l'océan, c'est toujours instable, on ne sait pas les gérer. Donc, on peut en mettre une petite partie, mais il faut des déchets qu'on sait plus travailler pour pouvoir avoir une matière qui est stable dans le temps. Donc, c'est plein de solutions différentes pour revaloriser, un peu dans tous les domaines. Mais il ne faut pas tomber dans cette illusion de on va pouvoir tout recycler à 100%. C'est bon, il y a plein de solutions qui existent. On peut continuer à consommer du plastique à tout va. D'autant plus que sur le plastique, on sait recycler, par exemple, une bouteille en plastique. C'est ce qu'on sait le mieux recycler en France. C'est du PET. Très bien, on a une bouteille en plastique, on sait en refaire une autre bouteille en plastique. Sauf qu'en fait, pour faire cette deuxième bouteille en plastique, il va falloir rajouter du plastique vierge. Donc déjà là, on a un petit problème, c'est que si on veut recycler, il faut qu'on crée encore du plastique. Puis une fois qu'on l'aura recyclé, une fois, 2 fois, 3 fois, elle sera trop dégradée. Le matériau, il sera trop compliqué à recycler et ce sera fini, on ne pourra plus le mettre dans la poubelle jaune, on ne pourra plus le recycler. Donc c'est pas un cercle infini, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir tout gérer rien qu'avec le recyclage, vous vous en doutez. Donc important de garder en tête que cette recyclabilité à 100%, elle n'existe pas et qu'il faut réduire en amont pour avoir moins à recycler et pouvoir aussi mieux recycler derrière. Un cercle vicieux, parce qu'en fait, toutes les entreprises qui revalorisent des déchets, elles gagnent leur vie sur les déchets. Et donc si on encourage uniquement le recyclage, forcément, on ne va pas encourager la réduction. Nous, dans le documentaire qu'on a fait, il y a quelqu'un qui nous a dit « Mais moi, c'est celui qui utilise cette machine-là, qui ressemble un peu à prêcheuse plastique pour en faire des plaques d'éco-construction. » Il a dit « Moi, j'utilise encore plein de bouteilles en plastique, je sais que c'est pas bien, mais de toute façon, je peux les recycler, donc c'est pas grave. » En fait, si, c'est grave, parce que si on se dit ça, on n'avance pas dans le bon sens, et des déchets plastiques, il y en a déjà assez à recycler, ça ne sert à rien d'en remettre des nouveaux sur le marché. Donc ça peut aussi parfois devenir un cercle vicieux, cette illusion de le recyclage, ça va tout solutionner. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est hyper intéressant de Fleur Vasseur qui s'appelle Le mythe du recyclage ou quelque chose comme ça. Je vous remettrai le nom dans les infos que j'enverrai à Louis, qui explique que le recyclage c'est bien, mais qu'il faut aller beaucoup plus loin et que ce n'est pas la seule solution qui va tout résoudre. On peut passer à réduire si ça vous va. Là, il y a plein de solutions qui existent. Est-ce que vous en connaissez? Le vrac. Le vrac, ouais. À fond le vrac. À fond le vrac. Que le vrac. Apparemment, c'est pas très développé ici, vraiment. En France en général, je pense. Ouais, je pense que ça dépend des villes. Mais, vous avez quand même des solutions pour aller acheter en vrac, ouais. Ouais. Moi, je suis pas trop du centre, mais du coup, je dois me déplacer pas mal pour... Ok. Il y a la vie claire, je crois. Dans le centre, le Biocop, j'en ai pas vu pour l'instant. Le POF, il y en a un petit. Ok, ouais, bon, ça reste encore bon. Il y a le bon endroit, du coup, qui est un partenaire de l'université. Quand on fait des événements, des fois on passe par eux pour ne pas avoir de déchets. Et donc eux, ils vendent des produits secs en vrac, ouais. Ok. Une petite boutique à côté de l'arche de conteneurs. Ok. Alimentaire et hygiène aussi, Ouais, tout. Trop bien. Cool. Donc ouais, le vrac. Quoi d'autre? Ouais. La gourde. Classique, mais il y en a encore beaucoup qui l'utilisent pas, c'est vrai. Pas forcément évident. Ouais. Moi, quand je faisais des interventions pour des élèves, des gamins, je disais, c'est pas bien la bouteille d'eau. J'avais ma bouteille d'eau avec moi, donc il y a un moment, j'ai évolué, donc il y a fait 3 ans que j'ai acheté des bouteilles d'eau. C'est vrai. La gourde, alors oui, si on la garde très longtemps, parce que souvent elle est en inox, que l'inox c'est un matériau rare qui demande beaucoup qui émet des gaz à effet de serre aussi quand on va le puiser dans la planète. C'est produit en Chine, les gourdes, on ne sait pas encore les faire en France, quoique il y a une marque qui se lance, qui a réussi à faire une gourde 100% made in France, mais il y a le bouchon qui est encore en plastique parce qu'on ne sait pas faire des bouchons en inox en France, on n'a pas les machines. Pour le joint, déjà, c'est difficile. Ouais. C'est quoi la marque? C'est Zest, Z-E-S-T-E.
Il est basé à Paris, mais je crois que la production est dans le sud de la France. Et lui, il a réussi donc à faire une gourde en inox. Enfin, la partie principale est en inox. Par contre, c'est pas une double paroi, parce que pareil, on n'a pas les machines en France pour travailler l'inox, pour en faire des doubles parois, c'est plus compliqué. Donc, elle n'est pas isotherme. Mais c'est déjà un bon début. Sinon, si vous avez une gourde isotherme, elle vient forcément de Chine et c'est toujours les mêmes usines. Mais donc, si on la garde très longtemps, parfait. Ok, donc la gourde, le vrac. Quoi d'autre? Ouais. Privilégier plutôt le verre, par exemple, du coup l'inox, je sais pas si c'est en inox, pour tout ce qui est boîte de conserve, ou même bouteille d'eau, je sais pas, une limonade en verre, quoi, avec une bouteille en verre. Ouais. Et le verre, du coup, c'est quoi les avantages par rapport à... le verre se recycle beaucoup mieux. Ouais, c'est surtout ça. Alors, soit on le garde et puis on le réutilise, ce qui est le top du top, parce que là, on réemploie et on n'a pas besoin de casser pour en refaire après derrière un autre contenant en verre. Soit on en a déjà trop. Moi, j'ai trop de bocaux, je les ai tous gardés à un moment donné, on ne peut pas tout garder. Et on les donne, ou alors on les met dans la poubelle à verre. Et on va pouvoir en faire d'autres objets en verre. C'est le seul matériau avec l'alu, donc les canettes là, en alu, qui se recycle à l'infini. Contrairement au plastique, on peut faire 2-3 fois, puis après c'est compliqué. Le verre, on peut le faire à l'infini, ça ne va jamais se dégrader. Et c'est une matière inerte. Et en plus, pour l'alimentaire, c'est quand même plus sympa d'avoir une matière où les particules ne se transmettent pas dans notre nourriture. Donc complètement pour le verre, ouais. Et sur les canettes, il y a une partie qui est pas en alu, je crois. Alu et plastique, mais on sait le recycler maintenant tellement c'est utilisé. C'est le matériau avec le verre qu'on sait le mieux recycler. Après, par exemple, sur des bouteilles, tu parlais des bouteilles, il y a aussi les bouteilles de lait, là, les Tetra Pak. Pendant très longtemps, on n'a pas su le recycler parce que c'est un mélange de 3 matériaux, de l'alu, du plastique et du carton. Et les alliages, vous vous en doutez, c'est compliqué parce qu'en fait, pour pouvoir recycler, faut qu'on sépare chaque matériau. Le pavé, eux, ils les mettent dans leur plaque. Ils ont réussi à faire une plaque à partir de Tetra Pak. Petit à petit, là, on commence à bien savoir les recycler, mais en fait, à chaque fois qu'il y a des alliages de matière, c'est compliqué. Oui. Oui, je voulais juste rajouter, je sais que dans ma ville, il y a pas mal de magasins alimentaires, donc venir avec nos boîtes pour éviter le suremballage, tout ça. Ok. Et t'habites où? À Rochefort. À Rochefort, ah ok. Ça marche. Ouais, c'est vrai que nous, à La Rochelle, on est bien fournis. La Rochelle, à Rochefort, je pense que... Oui, il y a pas mal. De toute façon, ça se développe de plus en plus et il y en aura sûrement encore plus au Havre d'ici quelques années. Les boutiques indépendantes, vrac, et puis après les grosses chaînes, la Vie Claire, Biocop, etc. Ouais. Il y a les masques en tissu. Parce que le Covid, ou la Covid, il a créé un... On parlait tout à l'heure des plastiques là, qui emprisonnaient les animaux, et aussi les élastiques des masques. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui conseillent de péter les élastiques quand on jette les masques pour éviter que si ça se retrouve dans l'océan ou même dans la nature, qu'un oiseau ou un autre animal soit étranglé par les élastiques. Il n'y a pas que la matière, il y a aussi le contenu dans les masques qu'il y a des produits. Ouais. Donc, après je dis ça, j'en ai en plastique. Mais... Non mais après, on fait comme on peut, il n'y a pas de... On va faire la morale, mais oui c'est vrai que le masque en tissu, on peut le répéter. Moi j'ai le masque en tissu depuis le début de la Covid, je ne devrais pas en avoir au travail. On constitue des masques comme ça. Mais non, je ne mettrai pas. Pour vous dire, on a eu des masques en tissu, alors je suis enseignant, on a eu des masques en tissu au début de la Covid. Au bout de 3 semaines, on les a retirés, parce qu'il y avait des perturbateurs endocriniens. Donc heureusement, je ne sais pas, bon, mon âge... C'est les petits masques blancs là qu'ils ont distribués à tout le monde. Ouais. Fabriqués en France. Ça ressemblait à un slip, super sympa, mais en plus c'était dangereux. Donc moi on a fait avec ma femme des masques tissus, puis on met, je sais pas, une dizaine, une quinzaine chacun, puis ils tournent, et puis on a les mêmes depuis un an et demi. C'est vrai que là, les masques, le tissu, les élastiques, on en trouve... on fait des ramassages et des centaines. C'est fou. Puis d'ailleurs, vous avez dit tissu, mais on a l'impression que c'est du tissu là. C'est du plastique en fait, la matière des masques.
On se met quand même du plastique sur la tête. Ah oui. Ceux-là, c'est en chirurgicaux, pardon. Ouais. Ils en donnent l'université, ils en donnaient dernière en septembre. Ils ont dû faire deux dons pour tous les étudiants, en tout cas dans le bâtiment de l'université. Je crois qu'on avait 2 masques. Réutilisables? Là, c'était en tissu, les blancs. Ouais, Après, ok. je sais pas si on parle d'eux. Je crois que c'est ceux-là, ouais. Je sais pas comment retenir, je sais pas comment. Mm. En fait, on les a refilés au supérieur. C'était peut-être plus possible. Ouais, ils sont pas très beaux, ils ont une forme un peu ovale. Ah, je sais pas. Oui, mais si, ils en ont donné aussi. Nous, dans nos boîtes aux lettres, on en a eu. Et une taille, évidemment, c'est bon, parce que l'être humain, il fait uniforme, donc voilà, c'est ça. c'est pareil. C'est bien. Bon, en tout cas, les masques en tissu, c'est une bonne alternative. Il y en a plein d'autres. Alors moi, je vous avais mis... Ah, je vous ai pas mis tout de suite les alternatives. J'ai mis fermer le robinet parce que avant de traiter tous les plastiques là, qui sont dans la nature, il faudrait mieux arrêter d'en envoyer. Et puis ce sera plus simple après de les traiter. Donc fermer le robinet, éviter que ça coule. Sur la réduction, c'est marrant, vous m'avez parlé beaucoup de réutilisables et c'est génial. Souvent, les premières choses qui viennent, c'est on n'a qu'à remplacer le plastique par un plastique compostable, comme on a fait avec nos sacs là dans les supermarchés pour les fruits et légumes. Ou les pailles. Les pailles. Alors, il n'y a plus de pailles en plastique, mais il y a des pailles en carton. Alors, pour mettre dans l'eau, c'est pas très pratique déjà, ou dans des liquides en tout cas. Il y a aussi beaucoup de pailles en amidon de maïs. Qu'on dit compostable. Il y a un peu des confusions sur ces termes-là, biodégradable, compostable. Les sacs pour les fruits et légumes, par exemple, ils sont biodégradables. Ils sont compostables dans des conditions industrielles. Ça veut dire que si vous avez un compost chez vous, votre sac des fruits et légumes, il ne va pas se composter. Vous allez attendre très 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 longtemps, à moins que vous ayez 60 degrés, le bon taux d'humidité et toutes ces conditions-là qu'on peut avoir que à des niveaux industriels. Pareil sur les pailles, toutes les pailles qu'ils ont remplacées là, qui sont compostables, c'est au niveau industriel qu'on peut le faire. Donc, bien garder en tête que biodégradable, ça veut juste dire que ça se dégrade dans la nature. Donc, un plastique, il peut se dégrader, il se dégrade au bout de 450 ans, mais on ne le verra plus. Il est quand même biodégradable. Pareil sur les sacs des fruits et légumes, ils vont se dégrader plus vite. Souvent, en France, la législation dit que les sacs... comme ça, qui ont remplacé les sacs plastiques, il y a 60% de plastique biosourcé, au minimum. Le reste, ça peut encore être du plastique pétrosourcé. Ça veut dire qu'ils vont se dégrader encore plus vite, peut-être en 100 ans au lieu de 450 ou 30, peut-être moins. Par contre, il y aura du plastique et du coup, ça va quand même faire des microparticules de plastique qui vont finir dans la nature ou dans votre compost. Super. Et puis, après, il y a compostable. Donc, il y a compostable à la maison, OK Compost Home, ça c'est le petit sigle. Et il y a compostable au niveau industriel, OK Compost, je sais plus, peut-être juste OK Compost. Donc le seul qui est vraiment compostable à la maison, c'est le OK Compost Home. Il y en a très peu. Et là, en fait, on a juste tout remplacé par des choses compostables industriellement, alors qu'en France, on ne ramasse pas encore les biodéchets et qu'on ne les composte pas industriellement. Donc c'est bien, mais si derrière il n'y a pas les solutions pour les revaloriser, en fait ça fait des déchets comme avant qui vont au tout venant. Ou pire, si on remplace une bouteille plastique qui était avant recyclable par une bouteille en plastique compostable industriellement, au lieu d'être dans la poubelle recyclable, elle va finir dans la poubelle du tout venant et elle va être incinérée, alors qu'avant on pouvait la recycler. Donc le réutilisable, tout ce que vous m'avez dit avant, c'est l'idéal. Il y a Zest en haut à droite, là, les gourdes dont je vous parlais, qui sont les gourdes faites en France. Il y a, au niveau des cosmétiques, on a beaucoup parlé de l'alimentaire, mais il y a aussi tout ce qu'on se met sur la peau, ce qu'on utilise pour se laver les cheveux, pour se laver le corps. On peut passer au solide. Parfois, c'est pas évident. Hier, tout le monde était super content des shampoings solides et des savons. C'est rare, souvent les gens disent « mais non, c'est pas pratique, mes cheveux ils sont pas beaux ». Il y a un temps d'adaptation en général. Il y a une marque qui fait ça très bien, ça s'appelle Oumaï, mais il y en a plein d'autres. Vous savez, dans vos magasins, s'il y a les magasins en vrac qu'on a cités, je suis sûre qu'ils ont des alternatives solides. Il y a Refilled qui s'est lancé il n'y a pas longtemps. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est des produits dans des contenants réutilisables. Donc là, c'est des contenants en verre qu'on voit avec une pompe en plastique, mais du coup qu'on peut re-remplir à chaque fois et qui sont vendus à prix coûtant. Donc c'est un abonnement qu'on paye à l'année.
qui n'est pas très élevé, il me semble, et qui va permettre d'avoir accès à des shampoings, des dentifrices, des savons à prix coûtant, sans déchets, et qui sont avec des bons ingrédients, donc pas n'importe quoi à l'intérieur. Des ingrédients naturels et bio. Ça, c'est assez intéressant. En bas à droite, il y a Végétal Yogourt. Alors, c'est pas trop vers chez vous, ils sont dans les Landes. Ils sont vers Osgore. Ils ont fait cette année des yaourts végétaux à la sortie des plages. Et ils ont toujours vendu dans des petites coupelles qui se mangeaient, avec une cuillère qui se mangeait. Donc ça, c'est une bonne alternative, parce que parfois, on ne peut pas éviter l'usage unique, mais donc pouvoir le manger, c'est plutôt pas mal. Et puis, ça donne une expérience en plus au produit. Il y a Koufou au milieu qui fait des sacs à vrac à partir de tissus revalorisés. Donc, c'est des chutes de tissus qui sont ensuite revalorisées pour en faire des sacs à vrac. Et en bas à gauche, on n'a pas parlé des vêtements. J'ai mis Yumiwi. Il y a plein d'autres marques, mais les vêtements, souvent, il y a du plastique dedans. On en parlait hier pendant la conférence. Il y a des matières textiles synthétiques, donc le polyester, l'acrylique, le nylon. Tous ces noms un peu barbares qu'il y a sur les étiquettes, souvent, ça vient du pétrole. Et quand on les lave en machine, c'est aussi des microparticules qui peuvent partir dans les canalisations et qui arrivent après dans l'océan. Et ça, on peut facilement le réduire en choisissant des vêtements qui sont faits à partir de matières naturelles, comme le lin, le chanvre qu'on a dans le nord de la France, ou le coton, idéalement le coton bio, parce que le coton classique, c'est beaucoup de pesticides et beaucoup d'eau. Mais en tout cas, ça se remplace assez facilement. Le dernier objectif pour pouvoir résoudre la pollution plastique, c'est transmettre. Est-ce que vous avez des idées de comment on fait pour transmettre toutes ces solutions? Des conférences. Des conférences. Ok, quoi d'autre? Tu allais dire ça aussi, les conférences, ouais. Lire, écouter des podcasts, regarder des séries documentaires, des films. Ces sujets-là. Ok, donc même s'informer déjà individuellement avant d'essayer de transmettre. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a des livres ou des documentaires ou autres qui vous ont marqué sur ces sujets ou sur des sujets en lien avec la pollution plastique? Des podcasts J'ai lu il y a longtemps un livre qui s'appelle Les Plastiqués? Les Plastiqueurs. Ah, cœur, ok, je connais pas. Je suis ressorti démoralisé, mais c'est pas grave. Toute l'industrie du plastique, tout ce qui a été fait depuis les années 50 pour multiplier le plastique et les dangers du plastique en fait, et les problèmes pour recycler. Je ne savais pas qu'il y avait, quand on avait des plastiques avec différents polymères, c'était quasiment impossible de les recycler. Donc, les brûler ou les garder dans un coin. Donc, puis toute la politique autour des usages uniques, etc. Je connaissais un petit peu, mais c'est un petit pavé de 300 pages, mais je l'ai lu cet été, c'était bien. Donc les plastiqueurs, ça marche. Je ne me souviens plus de l'auteur, mais... Ok, bon, je pense qu'on trouvera facilement. D'ailleurs, je viens de me souvenir du nom du livre sur le recyclage, c'est Recyclage, le grand enfumage. Donc ça parle justement du fait qu'on ne peut pas recycler quand il y a plusieurs polymères et plein d'autres enjeux liés au recyclage. Il est assez bien fait. Vous avez d'autres idées pour transmettre? Surfrider le fait bien dans les écoles aussi. La famille, dans le cercle familial ou amical. Arriver, dire, je sais pas, nous on est un peu, je sais pas on parle beaucoup des mégots actuellement et on apporte des petites poches, voilà, ou des petites boîtes qu'on peut mettre sous les paquets de cigarettes, donc on écrase le mégot, on le met dans le paquet, quand tout est fini, on jette le... Alors j'ai dit on jette le paquet dans la poubelle, déjà c'est pas mal, ce qui n'est pas tout le temps le cas, mais voilà, des choses toutes simples, pour montrer que c'est pas compliqué, des fois. Alors, des fois c'est un peu plus compliqué, mais la plupart du temps non. Montrer l'exemple. Alors, je suis pas l'exemple. Même là, je suis venu en voiture, donc j'ai du plastique un peu pas partout. J'ai vu les bouteilles d'eau il n'y a pas longtemps encore. Donc, montrer les petits gestes qui coûtent pas cher en temps, en investissement, etc. Et puis, petit à petit,
Ah tiens, je vais essayer ça, les savons solides. Alors, on revient aux habitudes de nos parents, des grands-parents. Maintenant, moi, j'ai plus de produits à douche. Voilà. Du shampoing, mon shampoing il est solide. Alors, pour moi, pour madame, c'est plus compliqué. Sinon, il faut du shampoing liquide en vrac. Ça va pas et tout, c'est pas bien. Ouais. Moi, c'est plus simple, plus court. Quand il y a moins de cheveux, c'est encore plus simple. On a essayé le dentifrice, voilà, en poudre, etc. Donc, je ne suis pas encore convaincu, mais voilà, il y a plein de petites choses. On ne fera pas tout. Hein. Je ne vais pas changer mes habitudes. J'enlève le plastique depuis ma vie, tous les jours. Tu l'as dit tout à l'heure, zéro plastique, c'est quasiment impossible. C'est pour ça que quand on fait des achats, de ne pas aller, j'ai quasiment plus. En grande surface, l'autre jour mes légumes, je ne jamais en grande surface, au marché. J'arrive avec mes sacs papier que j'ai déjà gardés, qui sont plus conservés. Voilà, le boucher, le charcutier, le poissonnier. C'est un boucher, un poissonnier. Voilà. C'est pas Leclerc ou Auchan. On évite l'emballage, le suremballage, le suremballage. Et puis, ça fait des poubelles. J'ai une poubelle par semaine, absolument. À deux, ça va. Pas trop mal. Ah bah oui, c'est pas mal. Hein, non mais c'est sûr, souvent on parle du zéro déchet, mais en fait je pense que ça fait aussi peur aux gens de parler de zéro déchet, parce qu'on se dit mais comment je vais faire pour en toute une année mettre mes déchets non recyclables dans ce tout petit bocal là, c'est pas possible. On vit quand même dans un monde où il y a du plastique partout autour de nous, du plastique jetable partout autour de nous, donc il faut réduire tout ce qu'on peut réduire. Si on peut aller au marché, très bien, et ramener ces sacs, comme ça il n'y a pas tous les emballages des fruits et légumes. Si on a le temps de cuisiner, acheter le plus possible des matières premières qui ne sont pas travaillées pour pouvoir les cuisiner derrière, et ça fait aussi des emballages en moins, parce que souvent les emballages c'est quand on achète transformé, puis c'est meilleur pour la santé. C'est pas forcément plus cher. Non. Le marché de la fac, là, il n'est vraiment pas cher, mais c'est vrai que si on va acheter chez eux, on repart avec des sacs plastiques, hein, évidemment. Donc, maintenant, on arrive avec notre propre sac réutilisable, et puis... Et ouais, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut arriver vegan du jour au lendemain, quasiment. Moi, mes déchets, ça ne sera pas du jour au lendemain. On a réduit. On peut encore réduire, mais après, c'est une volonté en fait, individuelle. Prendre le temps, faire des choix. Sinon, on va mon âge. C'est vous maintenant. Il faut que tout le monde s'y mette, mais oui, clairement. Ouais. C'est intéressant, ouais. C'est aussi la question de tout faire du jour au lendemain. Moi, c'est ce que j'ai fait, je ne vous le conseille pas. Encore moins sur les déchets plastiques, si vous devenez vegan en même temps, alors laisser tomber, c'est clairement pas facile. Mais en fait, c'est quand on se met aussi trop la pression de tout vouloir faire du jour au lendemain, être parfait, parce que on s'est rendu compte de l'ampleur du problème et qu'on se dit qu'on n'a plus le temps de faire sa transition tranquillement. En fait, on peut aller beaucoup trop vite et puis après se dire qu'on fait trop de compromis. Et c'est ce que je racontais hier, Louis va dire que je radote, mais au bout d'un moment, avec Julien, parce qu'on a fait la transition en même temps, on a tout fait en même temps, on s'est dit, c'est bien, on est devenu vegan, on n'a plus de plastique, mais en fait, on n'est plus très heureux parce que on aimait bien manger du yaourt, il y a des yaourts végétaux, on ne les achète pas parce qu'ils sont emballés dans du plastique. On mange plus de fromage, c'était notre gros plaisir avant, il y a des fromages végétaux, pareil, on ne les achète pas parce qu'ils sont emballés dans du plastique. Donc à un moment donné, il faut aussi trouver l'équilibre et se dire, ok, on fait des compromis parfois, mais il y a des moments où on a envie de se faire plaisir et c'est pas grave s'il y a un peu de plastique. Si derrière on a réduit beaucoup, je pense que c'est déjà un bon point, et rester bienveillant avec soi-même, c'est important. Sinon, si les gens voient qu'on n'est pas très heureux, ils n'auront pas envie de faire pareil que nous, ils se diront, ça sert à rien de s'engager, regarde, elle n'est pas heureuse, elle fait la tête tout le temps, elle mange plus rien. Ça donne pas envie, quoi. Je veux juste très rapidement énoncer les noms des assos que j'avais mises là. Il y a 4P qui fait toute la côte atlantique, alors plus bas, pas à partir de chez vous, mais de Soulac à Hendaye, avec un espèce de
une espèce de charrette qui tire, ils ramassent les déchets. L'idée, c'est de montrer ce qu'il y a sur les côtes, mais aussi à des endroits où on ne va pas forcément faire les ramassages d'habitude. D'avoir des données pour derrière faire des recherches et pouvoir faire du lobbying. Et ça sensibilise toutes les personnes qui sont sur leur route parce que c'est une aventure, on voit tout de suite leur charrette, on a envie d'aller leur parler pour leur demander ce qu'ils font. Il y a Tara Océan qui part faire des expéditions en mer comme Expédition 7e continent, qui font des recherches scientifiques en mer et qui ensuite les partagent et les vulgarisent pour le grand public. Et le dernier que j'ai mis, c'est Ma petite planète, c'est un jeu. Alors vous pourrez peut-être jouer à l'université, ça peut être intéressant, Louis, si tu as le temps de mettre ça en place avant de partir. C'est un jeu sur une application, on est par équipe et donc on s'affronte. Il y a l'équipe de Nicolas Hulot et l'équipe de Greta qui s'affrontent. Et l'idée, c'est de faire des défis écologiques dans une bonne ambiance, en jouant avec ses amis, sa famille, ses collègues si on est au travail. Ça peut être fait entre tous les profs aussi, ça peut être sympa. Moi j'ai déjà joué une fois et c'est assez marrant, ça motive à faire plus que ce qu'on fait d'habitude. Et il y a des défis un peu compliqués à faire et qu'on peut se motiver à faire qu'on n'aurait jamais fait le reste du temps. Donc c'est assez sympa. Et pour finir, une dernière citation, parce que vous avez vu dans ce livre, j'ai bien aimé les citations et certaines choses que Nelly disait. Ça vous donnera de quoi méditer cet après-midi pendant votre collecte de déchets. Pouvons-nous espérer une solution miracle sans jamais nous remettre en question, nous et notre mode de vie? Je ne vous donne pas la réponse. C'est une petite question pour que vous méditiez et que vous posiez aussi la question à vous-même. Voilà, on en a terminé avec ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, il est 15h, je pense 5 maintenant. Donc, il va être l'heure du ramassage. Si vous avez des questions et que vous n'avez pas le temps de me les poser maintenant, vous pouvez m'écrire. Bluetopia, il y a mon adresse mail ici. Sinon, sur nos réseaux sociaux, sur le site internet, il y a aussi plein d'autres infos. Et puis, moi, je reviens en décembre pour diffuser un des épisodes de la série documentaire L'autre confort que j'ai co-réalisé. Et puis, pouvoir animer le débat après. Donc, on se revoit en décembre si vous êtes dispo. Sinon, sur les réseaux et sur internet, sur Bluetopia. Voilà.